Arracher une porte à l'aide d'une barre à clous, couper l'électricité. Ouais, celle-là, il l'a défoncé devant elle. Il arrache la porte devant elle. Un propriétaire à Saint-Jérôme fait la vie dure à ses locataires. Aussi, ce soir, après des mois de discussions concernant le chantier hydroélectrique de Churchill Falls, Québec et Terre-Neuve et Labrador s'entendent. Et à une semaine de l'entrée en vigueur de possibles nouveaux tarifs américains, Christine Fréchette convoque 2 cellules de crise. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. On entend souvent des histoires entre propriétaires qui dépassent les bornes, mais cette fois-ci, c'est complètement invraisemblable. On va aller voir du côté de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, parce que le propriétaire d'un immeuble aurait d'abord coupé l'électricité à ses locataires et il aurait aussi arraché les portes du logement avec une barre à clous. Pourquoi? C'est que le loyer de ses locataires était en retard. Véronique Dubé est allée les rencontrer. Simon Labelle a loué un appartement dans cet immeuble situé à Saint-Jérôme à compter du mois d'avril. Il a conclu avec le propriétaire ce que l'on appelle un bail verbal. Mais en juillet, il dit que sa situation financière a changé. Il a averti ce dernier qu'il ne pourrait pas payer tout de suite. Je suis parti de la CSST à l'aide sociale avec demande d'urgence directement pour la première fois de ma vie. Fait que j'essaie d'expliquer ça, je lui montrais les démarches qui avaient été faites. Mon propriétaire s'est présenté chez moi à grands coups de poing. Il était 6. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu une bail ici? Oui. C'est où ton bail? Par la suite, sans que le tribunal administratif du logement se soit penché sur le dossier, on voit le propriétaire arriver avec sa barre à clous. Il arrache alors les portes de l'appartement. Ça donne, là, j'ai mis 2 portes, une porte de chambre et une porte de salle de bain pour pouvoir faire office que personne rentre à l'intérieur. Le locataire dit que son propriétaire a ensuite arraché les fusibles de l'appartement. Il s'est retrouvé donc sans électricité à compter du 2 août. Vous avez la boîte électrique Oui. pour tous les meubles. Oui, exactement. Dans l'appartement. Dans l'appartement avec les 5 compteurs. OK, fait que vous viviez juste à côté. Ouais, ça fait 2 ans de juste. C'est le même propriétaire. Le garage, ça, c'est moi qui paye l'électricité, le voisin en avant. Puis ici, regarde les villes qui sont là. Ils descendent dans le cadre. C'est les cailles. Le compte est à votre nom, À mon nom. À son nom, elle. Paye le voisin. À mon nom depuis Ouais, un bravo. mois, depuis que je suis arrivée ici. mais vous vous trouvez à payer pour tout le monde? Ben, Non, ça a l'air, non, ben- tu sais. Écoutez, c'est surtout que j'ai une vidéo de vous en train d'arracher des portes, là. Non, parce que nous, on voulait aller faire réparer parce qu'on a des fusibles qui sautaient en dedans pour le meuble en haut. Même des locataires en haut, ils n'ont pas d'électricité. Oui, mais comment ça se fait que les portes n'ont pas été remises? Pourquoi vous avez Parce laissé... qu'il a appelé la police contre moi, que je ne peux pas retourner pour remettre la porte. Selon les voisins, ce n'est pas la première fois qu'ils retirent les portes de cet immeuble. La précédente locataire de 80 ans aurait subi le même sort. Il y a une madame qui reste là avant, qui est Moi, partie je à l'ai vue, H&M. celle-là. Ouais, celle-là, il l'a défoncé devant elle. Il arrache la porte devant elle. Vous avez aucun antécédent là, judiciaire ou quelconque? Non, jamais, juste avec lui. Le propriétaire a aussi été condamné en 2024 à payer une amende d'1 million de dollars à Hydro-Québec pour avoir volé de l'électricité dans le cadre d'exploitation de crypto-monnaies. Bien, quand même, 1 million, c'est pas rien pour quelqu'un, payer ça? Ça Ah, ben, c'est dans les entreprises de crypto, c'est quelque chose de normal. Vous deviez fournir une cuisinière. Il y a déjà son cuisinière, madame, on a déjà fourni. Oui, mais elle rentre pas dans le trou, là. C'est le four rentre pas Mais dans le trou. écoute, Les travaux ont été faits, mais c'est 29 et 3/4 au lieu de 30 pouces. Fait que Fait qu'on pouvait pas se faire à manger. C'est toutes des choses comme ça, là. Monsieur Labelle demande maintenant que son bail soit résilié d'urgence devant le tribunal administratif du logement. Et le dossier est total, hein, vous le savez, j'imagine, dans 1 heure, là. Le propriétaire nous a demandé de contacter son avocat, mais jamais il nous a envoyé son numéro de téléphone. À Saint-Jérôme, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. C'est un dossier complexe dans la modernisation de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls. Eh bien, Québec ainsi que Terre-Neuve et Labrador se sont finalement entendus sur le sujet selon nos informations. L'annonce officielle devrait avoir lieu la semaine prochaine et pour en parler, je retrouve le spécialiste en énergie à l'Université de Montréal, Yvan Clich. Bonsoir, Monsieur Clich. Bonsoir. Donc, d'abord, est-ce que c'est possible de nous faire un petit rappel concernant Churchill Falls? L'historique, quand même, de cette saga, ça débute quand même en 1969. Là.
Oui, ça débute en 1969. Hydro-Québec assume tous les risques financiers et techniques de la réalisation de ce projet. On signe une entente, mais du côté terre-neuvien, l'écueil, c'est que les prix de l'énergie qui avaient été fixés à ce moment-là ne correspondaient plus à partir des années 1970, la crise pétrolière. Les prix ne correspondaient plus au prix du marché. Donc, les prix n'ont pas été inflationnés. Là, il n'y a pas eu une clause là, de remise à niveau des prix selon l'évolution du marché de l'énergie. Alors, avec le temps, Hydro-Québec s'est bien sûr retrouvé à payer cette électricité-là à très, très bas prix, donc à 0,02 sous du kilowattheure, un prix donc très bas. Alors, au début, c'était donc un contrat qui était satisfaisant, je pense, pour les deux parties, mais avec le temps, Terre-Neuve s'est retrouvé du mauvais côté de la barrière, du mauvais côté de l'histoire. Et là, techniquement, l'entente devait être jusqu'en 2041. Alors, pourquoi qu'on était en discussion aussi, notamment dans les dernières semaines, derniers mois? Oui, c'est un bon point. Donc, c'est un contrat qui a été signé en 69 qui devait prendre fin en 2041. Ce qui veut dire que le Québec aurait profité de ces bas prix là jusqu'à cette échéance-là. Mais, comme vous le savez, il y a une croissance de la demande en électricité. Donc, Hydro-Québec et Terre-Neuve se sont dit, bon, du côté terre-neuvien, on comprend, se sont dit, oui, nous, on veut négocier avec vous pour avoir une meilleure entente, une entente qui nous rapporte plus de sous par kilowattheure vendu. Puis, du côté d'Hydro-Québec, il y a encore de très beaux bassins de développement hydroélectrique sur la rivière Churchill. Il y a sur le site actuel, on pourrait construire une nouvelle centrale. Donc, le site de la centrale Churchill qui est en fonction depuis 1969, on pourrait construire aussi une nouvelle centrale et également d'autres complexes hydroélectriques sur la rivière qui permettraient là, pour le Québec d'obtenir de l'énergie, un bon bloc d'énergie à un prix compétitif et pour une longue période. Alors ça, c'est l'intérêt du Québec. Puis du côté de Terre-Neuve, bien sûr, c'est d'obtenir plus d'argent du contrat actuel, mais également avec les nouveaux projets qui seraient développés sur la rivière Churchill par Hydro-Québec, Terre-Neuve pourra obtenir de l'électricité à moindre coût et également engranger des revenus très important. Il ne faut pas oublier que Terre-Neuve est la province la plus endettée du Canada. Tout à fait. Et en même temps, bien, ça s'est réglé là, avant les élections provinciales. Donc, qui sait, possiblement que la première ministre est bien contente de tout ça. Alors, M. Clich, merci beaucoup de nous avoir fait un peu la genèse quand même de ce dossier qui est plutôt difficile quand même à suivre. Merci. Merci, au plaisir. On revient sur cette fusillade survenue en juin dernier dans Côte-des-Neiges. La policière du SPVM n'a pas tiré sur le citoyen Michel Misari. C'est ce que nous apprend la presse qui a consulté notamment des analyses du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Ce sont des coups de feu du tireur qui ont atteint le citoyen. On se rappelle que quelques heures à peine après le drame, il y a plusieurs internautes basés sur des vidéos qui croyaient que c'était la policière qui avait tué l'homme d'une 60aine d'années. Imaginez-vous ce qu'elle a vécu, cette policière-là. Elle s'est fait tirer dessus. Elle a son partenaire qui décède, puis elle a une innocente victime qui tombe à ses côtés. Tout ça en même temps, dans quelques secondes. Elle a toute mon admiration. Elle a vraiment toute mon admiration. Et je suis fier d'elle. C'est une héros, cette policière. Les menaces tarifaires de Donald Trump se rapprochent. Et à une semaine de l'échéance du 19 août, Québec a mis sur pied 2 cellules de crise pour évaluer les impacts de ces droits de douane de 50 % sur l'économie québécoise. L'opposition a toutefois critiqué haut et fort cette initiative aujourd'hui. Le Parti québécois et le Parti libéral y voient surtout une opération de communication à l'approche de la campagne électorale. Et je poursuis la discussion avec le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Sabrina. Bon, là, on sent que même le Québec s'active à quelques jours de l'imposition des possibles tarifs douaniers. À quel point une province peut avoir du poids dans la balance dans les négociations entre le Canada et les États-Unis? Bien, d'abord, au plan politique, quand on parle du sectoriel comme le bois, l'aluminium, c'est le Québec qui est le plus touché. Et à la fin, c'est plutôt un reflet de comment fonctionne le Canada. Le Canada n'est pas la propriété du gouvernement fédéral. Le Canada, c'est le fédéral et les provinces. Et Mark Carney n'a pas l'autorité politique ou juridique ou constitutionnelle d'engager le Québec dans ses juridictions. Alors, il est tout à fait normal qu'il y ait une exigence de coordination de l'action des provinces et du fédéral pour qu'un accord puisse être mis en œuvre. Et là, selon ce qu'on voit de la stratégie canadienne, le président Trump aurait peut-être quelque chose comme 2 jours pour examiner la proposition. 6 propositions à déposer ce lundi. Est-ce que c'est un pari risqué? On va être quand même proche du 19 août. Ce qui est risqué, c'est peut-être de toujours essayer de prédire ou de prévoir de manière rationnelle
ce que pourrait faire Donald Trump, l'accord pourrait être très, très, très bon et que Donald Trump décide de nous donner collectivement un sursis d'un autre 2 semaines. Alors, il ne faut pas essayer de se prendre dans un calendrier qui ne pourrait plus jamais être modifié par la suite. Ce qui est important, c'est d'avoir des bases de négo qui sont les bonnes et reconnues comme les bonnes de part et d'autre de la frontière. Et là, il y a une nouvelle, à tout le moins peut-être surprenante aujourd'hui, parce qu'il y a la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui va quitter son poste à la fin du mois. Pour toi, justement, est-ce que c'est une situation qui te surprit aujourd'hui? Pas énormément. Évidemment, l'inclinaison première, parce que la personne qui est secrétaire de presse de l'administration, c'est le visage le deuxième plus visible d'une administration présidentielle. Alors, on pourrait penser, c'est l'inclinaison première, qu'un départ comme ça signalerait une fracture profonde dans l'administration, un désaccord profond. Mais la vérité, c'est que ces jobs-là, c'est des tues-mondes. Et la durée de vie moyenne d'un secrétaire de presse, c'est de 2 à 3 ans. Dans Trump 1.0, il y en avait eu 4, Barack Obama en avait eu 3, Biden en avait eu 2, W. Bush en avait eu 4. Alors, c'est plutôt de la nature des choses que les gens font pas le mandat au complet. Mme Leavitt, en plus, revient d'un congé de maternité il y a à peine un mois. Non seulement de vouloir passer du temps avec une jeune famille est absolument légitime et honorable, mais ici, parfaitement crédible. Vraiment. Et sinon, il y a plus de 70 000 personnes qui ont signé une pétition pour demander la destitution de l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Donc, c'est une pétition canadienne, bien sûr. À quel point cette pétition-là pourrait avoir une certaine incidence sur Pete Extra? Je doute qu'il y ait quelque incidence que ce soit, sinon que c'est un témoignage à quel point ces propos sont quelque chose qui énerve le public canadien. Mais un très bon ambassadeur, c'est quelqu'un qui rapporte et qui fait la promotion du discours de son gouvernement. Monsieur Extra, c'est l'ambassadeur de Donald Trump. Et à ce compte-là, il fait très bien son travail. Le Canada pourrait décider de ne pas accepter que ce soit lui l'ambassadeur, mais je ne pense pas qu'on aille dans cette direction-là. Mais il y a des gens quand même que ça a choqué. Là, on pense notamment à ces déclarations qu'il avait relayées, en fait, du président, justement, américain Donald Trump concernant le 51e État. Mais quand même, est-ce qu'à un certain moment, il pourrait aller trop loin et Donald Trump, peut-être, pourrait lui décider de le destituer? Alors, M. Trump pourrait décider de le congédier demain matin, mais le Canada pourrait décider de le rappeler et de passer un message. Mais on sait déjà ce que pense Donald Trump. Et là-dessus, lui, son patron, c'est Donald Trump. Et pour faire plaisir à Donald Trump, il dit ce qu'il faut. Tout à fait. Guillaume, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir. À quelques jours de la rentrée scolaire, il y a plus de 3 000 postes d'enseignants qui sont toujours à combler dans les écoles primaires et secondaires. C'est ce que révèlent les données publiées par le ministère de l'Éducation. Selon Québec, la situation est appelée à évoluer rapidement au cours des prochaines semaines. Ça s'explique notamment par les activités de recrutement, bien sûr, qui se poursuivent. À pareille date l'an dernier, il manquait 4 115 enseignants. Puis, je le disais, bien sûr, la rentrée scolaire arrive à grands pas et pour bien des parents québécois, ça peut représenter un lourd fardeau financier. Mais est-ce qu'il existe des trucs pour réduire la facture? Juliette Poirot nous donne plus de détails. Couverture à 3 attaches de type duoteigne. Un rouge, un jaune, un gris, un vert, 2 oranges, 3 bleus et 1 blanc. 30 feuilles protectrices en plastique. Une boîte de crayons feutres à pointe fine. Eh bien ça, c'est un exemple des fournitures que doivent acheter les parents pour leurs enfants pour la rentrée scolaire. Ici, on parle d'une liste de l'école primaire Île-des-Sœurs pour la 4e année. Mais combien ça coûte tout ça? Eh bien, selon une étude du Conseil canadien du commerce de détail, on parle de 600 à 700 $ par enfant. Mais dans ce montant-là inclut aussi l'achat d'appareils électroniques ou d'articles plus nichés, que ce soit des articles de sport ou des articles, des instruments de musique, par exemple. Donc, c'est pour ça que des fois, le montant peut paraître aussi élevé. On remarque qu'il y a plusieurs parents qui commencent à magasiner plus tôt. Plus on commence tôt, plus on a accès à plusieurs cycles de rabais de différents détaillants. Donc, il y a 2, 3, 4 commerces qui sont visités par des parents. Ça aussi, c'est un autre bon moyen d'économiser. Et il y a aussi l'attrait des marques privées. On sait déjà ça coûte cher. Les listes sont très compliquées. Pour nos 2 enfants, ça va aller autour de 800 $. Et peut-être 200. Okay. 200, oui. Pas juste des fournitures comme crayons. Après, il y a tout ce qui est manuel. Ça, j'ai pas compté ça. Donc, oui, ça monte, la facture, oui. Tu veux quelle couleur, toi, par exemple?
je veux rose. Et même si de nombreux enfants sont très heureux d'aller magasiner les fournitures scolaires avec leurs parents, de nombreuses familles ont de la misère à acheter tout ce qu'il se trouve sur la liste. Heureusement, il y a des organismes communautaires qui sont là pour les aider. C'est le cas notamment de la mission Bon Accueil qui s'apprête à distribuer plus de 2000 sacs à dos à ses membres cette semaine. Ce que nous savons, c'est que la persévérance scolaire est reliée à un sentiment que je suis comme les autres. Ouais. Je suis équipé. Et ici, à la mission, comme tu vois, là, les gens ont un choix. Les enfants vont venir, ils vont choisir leur sac à dos selon les préférences. C'est plus ou moins le même chiffre cette année, mais c'est différent. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont 2 parents, que tous les 2 ont un emploi, mais ça n'arrive pas. Ils ne sont pas capables de joindre les 2 bouts. Le regroupement Partage va aussi envoyer un total de 12 000 sacs à dos bien remplis partout au Québec. Selon nos estimations en regroupement Partage, avec ces 12 000-là, on est bien en deçà de 10 % des réels besoins. C'est une façon de la communauté aussi de leur dire toi aussi, t'es important, t'as ta place, puis toi aussi, tu peux réussir. La rentrée scolaire est prévue le 27 août prochain pour la grande majorité des écoles primaires et secondaires à travers la province. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. 4 des 5 joueurs d'équipe Canada Junior 2018 qui ont été impliqués dans une histoire de viol demeurent suspendus par Hockey Canada. C'est ce que l'organisation a annoncé aujourd'hui. Hockey Canada juge que les joueurs ont contrevenu à son code de conduite. Il n'y a qu'Alex Formenton qui est maintenant admissible à une réintégration dans l'équipe nationale. Je rappelle que les joueurs ont été accusés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme en 2018 à London. Ils ont tous été acquittés. Evenco a été fortement critiqué dernièrement pour sa politique sur les sacs transparents à quelques jours à peine du début du festival de l'île Sonic. Bon, l'entreprise a finalement assoupli ses règles. Ce qu'on nous dit, c'est que les petits sacs à main et les sacs bananes non transparents seront permis à partir de ce week-end, notamment pour le festival de musique country Lasso. Les sacs plus volumineux, comme les sacs à dos, devront toutefois obligatoirement être transparents. Salut Yannick! Bonsoir, Sabrina. Bon, à quel point avoir des sacs transparents, là, ça augmente le niveau de sécurité dans un festival? Bien, c'est une mesure supplémentaire qu'on peut mettre en place. Il y a certains grands festivals en Amérique du Nord qui l'ont déjà mis de l'avant. Évidemment, c'est pas la mesure phare, c'est pas seulement cette mesure-là qui permet d'assurer la sécurité d'un festival. Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont mises en place dans ce genre d'événement-là. Mais évidemment, c'est une mesure supplémentaire là, qui peut permettre de réduire les temps de vérification et les temps de fouille lorsque les festivaliers arrivent. Bon, parce que là, on sait, à partir de ce week-end, notamment pour le festival Lasso, maintenant, il y aura une taille maximale pour les sacs quand même qui sont non transparents. Mais en tant qu'ancien policier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut découvrir parfois dans des sacs comme ça, dans des sacs à dos, dans des festivals? Quel type d'objets dangereux on peut avoir? Je fais le parallèle avec les aéroports. Vous savez, là, suite aux événements terroristes, il y a eu des choses qui ont été mises en place, puis tu sais, des objets tranchants, des objets, des différents types de produits qui peuvent être dangereux. C'est ce genre de choses-là qu'on peut trouver dans ce genre de petits sacs-là. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, que ces objets-là rentrent sur le site et puissent être dangereux pour le public. Alors, c'est vraiment ce type de choses-là qu'on va essayer d'éviter là, qui se retrouvent sur le site. Et sinon, au niveau des normes de sécurité, là, bon, tu disais, bien sûr, ce n'est pas la mesure phare, mais est-ce qu'on... Parfois, il y a des détecteurs de métal, il y a des fouilles également, des sacs qui peuvent permettre, j'imagine, justement, de déceler peut-être des objets dangereux, là. Bien, tout à fait. Vous avez Evenco annoncé le retrait là, de la mesure, mais n'en demeure pas moins, ils vont faire des fouilles assurément au point de contrôle de la foule. Il va y avoir des fouilles des sacs, il va y avoir évidemment là, peut-être des détecteurs de métal qui vont être en place et les mesures généralement qu'on voit dans ce type d'événement-là. Alors, on veut éviter, c'est sûr qu'on a toujours la proportionnalité entre la liberté des gens et la sécurité. Alors, on ne veut pas contraindre les gens inutilement.
gens, mais quand même, on fait ça pour assurer leur sécurité. C'est sûr que des fois, ça peut être mal perçu, mais l'objectif est d'assurer la sécurité des festivaliers, puis on fait ça pour leur bien en bout de ligne. Et généralement, quels sont les types de menaces qui peuvent planer sur un festival? On l'a vu quand même dans les dernières semaines, derniers mois, notamment des voitures, des attaques béliers. Là, on s'entend, bon, on est sur une île, c'est peut-être un petit peu différent, mais normalement, on se prépare pour quel genre d'attaque dans des grands événements comme ça? Bien, écoute, on vit dans un monde complexe aujourd'hui. On l'a vu à Toronto en début d'été. Hein. Il y a eu des fusillades, il y a eu de ce genre d'événements-là, des véhicules béliers. Alors, on se prépare à tout ce genre de menaces-là. Puis, évidemment, on veut éviter tout type de menaces qui peuvent mettre en péril la sécurité de la foule. Alors, c'est pour ça que ces mesures-là sont très importantes. Et puis, ils vont continuer à perdurer dans le temps, malgré que des gens, des fois, peuvent être en désaccord. C'est vraiment pour le bien-être de tous, puis pour éviter des événements malheureux. Bien sûr. Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Bonne soirée. Montréal connaît sa meilleure saison touristique depuis la pandémie. Les grands festivals y sont pour beaucoup. Par exemple, on a le Festival international de jazz à Montréal qui a enregistré l'édition la plus fréquentée de son histoire. Le Grand Prix également du Canada, présenté plus tôt qu'à l'habitude cette année, a aussi contribué à attirer des dizaines de milliers de visiteurs dans la métropole. Il reste à voir si la tendance se maintiendra jusqu'à la fin de la saison estivale. Nous sommes venus au Canada pour découvrir les Canadiens, déjà pour commencer, leurs fabuleuses paysages. So you're from Nova Scotia, right? Yep, Nova Scotia. And you? I'm from New Brunswick. I'm visiting Montreal because I think it's a really beautiful city, partially to visit this one, but also it's just like, it's been such a beautiful experience, and I love transit. Les Espagnols ont eu droit à tout un spectacle cet après-midi. Une éclipse solaire totale a transformé le milieu de l'après-midi en une sorte de crépuscule. C'est exactement ce qu'on avait observé au Québec en 2024. Mais contrairement à nous, les amateurs d'astronomie en Espagne n'auront pas à attendre trop longtemps avant le prochain rendez-vous, puisque 2 autres éclipses solaires sont prévues au cours des 2 prochaines années. Et ce qu'on surveille demain, bien, la première ministre Christine Fréchette va participer à une rencontre en compagnie de principaux acteurs économiques. Il sera question, bien sûr, entre autres, des possibles tarifs douaniers de 50 % qui pourraient entrer en vigueur dès la semaine prochaine. Alors voilà, là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Et nous, on se retrouve, bien sûr, demain dès 17h. Passez une agréable soirée.